OK, donc cet atelier numérique a pour objectif, de vous présenter comment créer une relation privilégiée avec vos clients grâce, à la technique du brand content. Alors qu'est-ce que c'est, que le brand content? C'est ce qu'on va voir dans la partie, numéro 1. Je vais essayer de vous présenter un peu cette, pratique, les tenants et les aboutissants et les différentes, approches qu'on peut avoir, à ce sujet. Évidemment, je ferai une petite partie, sur comment est-ce qu'on met en place une stratégie, de brand content pour essayer de vous aider, dans les différentes étapes, que vous pourriez, avoir à mettre en œuvre, si vous souhaitez, vous positionner, sur, cette stratégie marketing et puis on fera une étude de cas. On regardera, ce que propose la société que vous connaissez tous, Red Bull, qui est, en gros le champion du brain content, heu, à l'heure actuelle. Alors, le brain content, Quesaco, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est une stratégie qui consiste à créer du contenu pour mettre en valeur son entreprise ou sa marque. Donc l'objectif est double. On va essayer de fédérer, des clients autour des valeurs positives, transmises par la société ou par l'entreprise et de créer un univers immédiatement identifiable. Donc pour faire simple, le brain content consiste pour une entreprise à créer et diffuser des contenus qui parlent d'elle-même. Par elle-même, j'entends l'entreprise. Donc ça veut dire que votre contenu n'a pas pour objectif de parler de votre expertise, n'a pas pour objectif de parler de vos produits, de vos prestations. Pas du tout. Le brain content, on parle de l'entreprise en elle-même et le brain content repose sur 2 piliers, l'univers graphique de la marque et le contenu que vous allez associer à votre marque. Concrètement, le brain content va reposer sur une idée relativement simple, c'est qu'une fois que, une marque est clairement identifiable et identifiée par les consommateurs, elle peut devenir son propre argument de vente. Et il existe de nombreux exemples de marques qui sont si inscrites dans notre, subconscient, dans notre inconscient qu'on peut les reconnaître instantanément sans même y réfléchir et si vous vous positionnez en tant que consommateur, si vous voyez un petit peu la façon dont vous procédez, quand vous êtes dans un supermarché ou quand vous allez vous faire, des achats, dans un commerce de proximité, vous avez tendance à faire naturellement confiance à des marques que vous connaissez bien, sans vous poser la question, de savoir si c'est vraiment cette marque-là qui propose les meilleurs produits, ou les meilleures prestations. Alors, je vais vous montrer, une capture d'écran que j'ai faite, qui va suivre là, et vous allez voir que, ce concept de marque ancrée au plus profond de notre cerveau est vraiment réel. Si je vous montre ceci, normalement, vous devriez immédiatement savoir de quoi je parle et pourtant, ce que j'ai écrit sur la slide, bah, ça n'a pas de sens, pas vraiment de sens, en tout cas. Pourtant, si vous voyez, cette, représentation graphique, de comment calculer, vous allez immédiatement l'associer à la véritable marque que vous connaissez toutes et tous et qui utilise ce code couleur et cette police d'écriture. Je pense ne pas me tromper et que, 100 des personnes qui sont présentes dans cet atelier, l'ont, la marque. D'accord? Et puis je pourrais en présenter d'autres également. Heu, Ici j'ai mis, 5 logos, sans légende et je pense aussi concrètement que la majorité d'entre vous est capable, d'identifier les marques,
relatives à ces symboles. Donc en haut à gauche, on a les cafés Starbucks. Au centre, on va avoir, Apple. À droite, on va avoir McDonald's, en bas à gauche, Red Bull et en bas à droite, Nike, la marque de vêtements de sport. Donc voilà, ça, ce sont des marques, effectivement, des multinationales qui ont une force de frappe marketing, impressionnante, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas, s'inspirer de ce qu'elles proposent et de ce qu'elles, font en termes, de développement de la notoriété de la marque. Si, par exemple, on prend, Apple. Eh ben, Apple aujourd'hui, il y a des gens qui vont acheter Apple uniquement parce que c'est Apple. Ne cherchent pas vraiment à savoir, quelles sont les fonctionnalités, de l'appareil qu'ils vont, acheter, quels sont les avantages et les inconvénients par rapport aux autres appareils du marché. Non, ça ne les importe absolument pas. La seule chose qui les importe, c'est d'avoir du Apple, OK? Donc c'est un petit peu, ce, cette chose qu'on va rechercher quand on fait du brain content, c'est, de faire en sorte que, la marque se justifie à elle-même et son propre argument de vente. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le concept? Donc alors, évidemment, quand on fait du brain content, il y a le mot content, hein, le mot contenu. Donc, on va, créer du contenu qui est associé à la marque, associé à l'entreprise et ce contenu va pouvoir revêtir différents aspects. Déjà, on va pouvoir travailler, sur l'histoire de la marque, d'accord? Donc là, on parle de storytelling, hein, mais vous avez déjà, toutes et tous vu, ces fameux arguments marketing où on va vous dire, since, 1927 ou ce genre de choses, hein, 1927. Donc voilà, ça veut dire, il y a une histoire. Cette marque, elle est ancrée, dans l'histoire de son pays, dans l'histoire de son secteur d'activité et on va essayer de raconter une histoire, de raconter une épopée humaine, du développement de l'entreprise. D'accord? On va pouvoir également capitaliser sur les valeurs de la marque. Alors aujourd'hui, on va pouvoir, facilement, trouver des exemples, notamment, la responsabilité sociale et l'éco-responsabilité, d'une marque. OK? Les valeurs, sociales et culturelles. Alors on pourrait, par exemple, prendre, Patagonia, hein, qui est une marque, de vêtements qui a été créée par un Français, et qui, d'ailleurs a cédé, la direction de l'entreprise, en promettant que tous les bénéfices qui seront générés par la marque seront reversés intégralement à, des œuvres de charité. Donc ça veut dire qu'il va positionner sa marque, la valeur de la marque en disant: «Mon entreprise fonctionne pour faire vivre les gens qui travaillent. Je vais utiliser une partie des bénéfices évidemment pour réinvestir dans mon entreprise parce que c'est nécessaire pour sa survie. Par contre, tout ce qui concerne les bénéfices, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas l'entreprise». Voilà un exemple de valeur qu'on peut essayer de, diffuser, auprès, des consommateurs et qui va les toucher évidemment. Alors on peut, également, parler de messages clés, hein, donc on parlait tout à l'heure de Nike, donc j'imagine que vous connaissez la phrase clé, de Nike qui est: «Just do it». Voilà. Et puis on va pouvoir aussi, capitaliser sur, les actualités de la marque. Donc là, vous savez, que beaucoup, de marques vont essayer de s'associer à des grands événements. Alors là, on est en plein dans la coupe du monde, donc effectivement, on peut, citer la coupe du monde, mais rapidement, on va voir aussi, Paris 2024 pour les jeux olympiques et cetera. Donc on va essayer de d'associer la marque à, des actualités pour, véhiculer, des valeurs. Donc l'objectif, hein, du brain content,
Il ne faut pas le perdre de vue, c'est vraiment d'être capable de susciter des émotions chez vos clients. À partir du moment où vous arrivez à susciter des émotions, chez vos clients, vous allez pouvoir, heu, capitaliser dessus. Alors la clé de voûte, du brand content, ça va être évidemment le storytelling, c'est-à-dire l'art de savoir raconter des histoires pour faire passer un message et générer des émotions positives. Donc quand on fait du storytelling, hein, il s'agit d'une communication narrative très scénarisée et qui va permettre à l'entreprise, de se différencier, de sortir du lot, d'avoir, une identité propre et spécifique. Ça va permettre d'affirmer son positionnement, le positionnement de l'entreprise, sur le marché, mais au niveau également, je parlais tout à l'heure des valeurs de l'entreprise. L'objectif étant que les clients puissent s'identifier à la marque. Alors, la confusion qui est souvent faite, avec le brain content, c'est de considérer ça comme du content marketing. Pour ceux et celles qui ont participé à mon atelier, du mois dernier sur le content marketing, vous allez me dire: «Bon, ben, en content marketing, il y a contenu, donc le brain content, ça doit être relativement pareil». Alors effectivement, ce sont 2 stratégies qui sont cousines, si je puis me permettre, mais il existe, heu, des différences quand même relativement notables, sur tous les points que je vous présente dans ce tableau. Donc à gauche, le brain content, à droite, le content marketing. On va essayer de parler un petit peu de ces, différences. Alors, le brain content, on va avoir un ciblage qui va être quand même nettement plus large. On va cibler quand même, hein. Quand on fait du marketing, on est obligé de cibler, au moins un minimum. D'accord? Vous n'allez pas vous adresser à un adolescent de la même façon que vous allez vous adresser à une personne du troisième âge. Heu, ça fait sens, évidemment. Vous pouvez pas vous parler à ces personnes de la même chose, vous ne pourrez pas trouver un sujet qui va, être, universel. Donc on cible quand même un peu. Par contre, pour le content marketing, là, on fait un ciblage ultra pointu. Effectivement, il y a, quand on fait du content marketing et je l'ai expliqué, le mois dernier, on va essayer d'avoir des informations les plus précises possibles sur son auditoire, sur son audience pour essayer de proposer, du contenu qui répond à leurs attentes. D'accord? Brain content, on est quand même plus large. Hem, Vendre la marque, c'est l'objectif du brain content. Je vends la marque, je ne vends pas un produit, je ne vends pas une expertise, je ne vends pas, quelque chose de spécifique, je vends la marque en elle-même. Dans le content marketing, là, par contre, je ne me pose pas vraiment de questions. Je vends un produit, je vends un service, je vends une expertise, je vais prouver mon expertise pour vendre le produit associé. Le brain content, on va être sur du contenu qui est en lien directement avec la marque. On va parler de la marque, on va montrer la marque, on va montrer le logo, on va, mettre en avant la baseline. Alors que dans le content marketing, justement, on va proposer du contenu qui est utile, mais on va pas lier ce contenu avec la marque directement. On veut prouver par l'expertise. C'est ça le marketing de contenu. Alors que le brain content, pas du tout. On propose du contenu qui va générer des émotions et on y associe immédiatement la marque. En termes de nature de contenu, pour le brain content, on va, être, principalement sur, Je vais mettre du contenu média de type image, vidéo, et son. D'accord? Je répète, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pensez à désactiver vos micros pour éviter les bruits parasites en cours, de présentation, s'il vous plaît. Donc, le type de contenu pour le brain content, on va être sur de l'image, on va être sur de la vidéo, on va être sur une bande sonore, sur, de la musique. Alors que pour le marketing de contenu, on va plutôt être sur du contenu texte.
d'accord? Voire effectivement, du webinaire, donc du live, mais voilà, on présente quelque chose, on va essayer d'aller dans le fond des choses et on prouve son expertise. Ça, c'est le marketing de contenu. Le brain content, on génère des émotions et quoi de mieux pour générer des émotions qu'une vidéo et une bande, sonore qui va bien. L'objectif du brain content, c'est de créer de la notoriété et de la visibilité pour l'entreprise, d'accord? L'objectif du content marketing, c'est pas ça. L'objectif du content marketing, c'est de convertir, de générer du prospect qualifié. Quelqu'un qui vient consulter votre contenu, si ce contenu est qualitatif, il va naturellement avoir tendance à vouloir prendre contact avec vous parce qu'il vous considère comme un expert du domaine. Alors, le brain content, c'est pas du tout ça. Brain content, c'est je fais augmenter la notoriété et la visibilité de mon entreprise. L'objectif, secondaire du brain content, c'est évidemment de faire adhérer la communauté, faire en sorte que vos clients, et vos prospects adhèrent aux valeurs que vous voulez véhiculer. Le content marketing, comme je viens de le dire, l'objectif, c'est quoi? C'est j'incite à l'action, et je convertis. Une dernière chose concernant l'émetteur du contenu, voilà, quand je fais du brain content, je le cache pas, hein, l'émetteur du contenu, c'est moi, c'est l'entreprise et je le montre. Alors que pour le marketing de contenu, l'émetteur du va être enfin l'émetteur de contenu va être beaucoup plus discret, voire même carrément invisible. OK? Donc, c'est des stratégies qui, dans le fond, viennent de la même, réflexion et du même besoin, mais qui opérationnellement, ont quand même des différences relativement majeures. Je vous présente, quelques chiffres, heu, pour, justifier le fait qu'une marque une stratégie de marketing, de brain content, pardon, excusez-moi, peut être intéressante, pour votre entreprise. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 77 des consommateurs, réalisent des achats en se fiant au seul nom de la marque. Donc je pense que ça vous est déjà arrivé d'arriver dans un supermarché, de vouloir acheter un type de produit et de sélectionner une marque que vous connaissez, vous avez l'habitude, vous avez confiance et vous la prenez sans sans même y réfléchir. Autre chose, 90 des décisions d'achat sont liées avec le subconscient, dont d'où l'importance, d'évoquer des émotions positives, de faire ressentir quelque chose à vos clients. Cette, cette, cette action qui fait qu'on prend la décision d'acheter, un produit, heu, c'est quelque chose effectivement qui est lié un petit peu avec l'inconscient. Des fois, on prend une décision, on ne sait pas trop quel a été le déclencheur. Donc être capable de générer ces émotions positives, c'est favoriser, le basculement vers la décision d'achat. Et puis, il faut se rappeler que 80 de l'image de marque est construite par le discours de l'entreprise. Donc c'est vous, hein, qui créez ce discours. Donc vous allez vous créer vous-même votre propre image de marque. Alors les 5 grands principes, du brain content, bah, déjà, quand on fait du brain content, on raconte une histoire, hein. Le brain content est indissociable du concept de storytelling. Donc il faut essayer de choisir un arc narratif qui va interpeller le public et qui va lui permettre de s'identifier. On va essayer de refléter des valeurs. La marque, l'entreprise s'incarne dans ses valeurs. Une banque ne prête pas d'argent, elle bâtit avec vous le monde de demain. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance dans le discours. Évidemment, on va essayer de susciter de l'émotion puisque c'est l'objectif, hein, pour, réussir à toucher cet inconscient, ce subconscient des clients et des prospects. Donc, il faut savoir que l'émotion est un puissant levier de conversion. Si vous parvenez à toucher vos clients ou vos prospects avec votre message, il sera, beaucoup plus susceptible de passer à l'action et d'acheter, l'un de vos produits ou l'une de vos prestations. Évidemment, on essaye d'inclure le client, dans sa démarche, hein. Aujourd'hui, on parle plus de consommateur, on parle de consomme acteur.
Voilà, les clients, ils aiment qu'on les sollicite. Ils donnent leur avis volontiers, ils participent à des sondages, ils partagent vos contenus si ça leur plaît. Donc ils contribuent à faire rayonner votre marque. Donc le client est à inclure dans votre démarche de brand content. Et puis, on va essayer de capitaliser sur, le cross canal. Donc le fait qu'on a, à notre disposition de multiples canaux, on va, donc pouvoir, heu, utiliser nos campagnes de brand content pour être diffusées sur n'importe quel type de canal, y compris des canaux qui ne sont pas numériques, hein. Le brand content, ce n'est pas uniquement une stratégie numérique, c'est une stratégie globale. On pourrait imaginer par exemple, être associé, à un événement sportif, avoir son nom, écrit quelque part sur un stade de football, par exemple. Voilà, ce sont des exemples de ce qui est possible de faire. Alors quels sont les avantages, pour l'entreprise? Bah, déjà, quand on fait du brain content, on va créer du contenu, on va essayer de créer du contenu à fort potentiel viral, hein. Le fonctionnement des réseaux sociaux favorise ce phénomène de viralité. Donc les utilisateurs de la plateforme, c'est eux, hein, qui vont décider ou non de partager, votre contenu et d'en faire la promotion auprès de leur communauté. Et ça tombe à pic parce que justement le contenu brain content, il est fait à la base pour avoir un bon potentiel de viralité. Alors maintenant, je suis d'accord avec vous, la viralité et il n'y a pas de recette miracle pour réussir à faire quelque chose qui devient viral. Et parfois même, il y a des choses, du contenu de très bonne qualité qui passe aux oubliettes parce qu'il n'a pas réussi à toucher, les utilisateurs des réseaux sociaux ou les internautes et paradoxalement, il y a du contenu de très mauvaise qualité qui va réussir à devenir viral. Donc c'est un peu compliqué, voilà, je ne peux pas vous donner une recette, magique. Voilà, si vous voulez que je vous cite un exemple, il y a le fameux, restaurateur, turc là, Salt Bae là qui, heu, a fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques années avec, sa façon très théâtrale de saler la viande. Beh, cette personne, est devenue, un entrepreneur de multinationales maintenant. Il a des restos partout dans le monde. Voilà, il a été dépassé par, ce phénomène de viralité. Il a gagné tellement de visibilité que, bah, il est devenu, un chef d'entreprise, hem, avec beaucoup de succès. Ça l'a un peu dépassé, il en a profité évidemment, mais c'est pour vous dire que, c'est possible. Voilà, à un moment donné, si vous tombez au bon moment, au bon endroit et que vous avez le bon contenu, vous pouvez gagner une visibilité qui est presque, voilà, vous auriez jamais pu imaginer avoir autant de visibilité, avec du contenu de ce type-là. Alors, les messages de brain content favorisent l'engagement. Donc, hein, un contenu engageant, c'est un contenu qui va pousser les consommateurs à agir et à réagir, d'accord? À commenter, à partager, à, commenter. Ces interactions, elles vont créer un échange entre la marque et son public et elle va inciter, vos clients à s'engager en faveur de votre marque et voire même, hein, la cerise sur le gâteau, c'est carrément de la mettre en avant auprès de leur communauté. C'est-à-dire que vous allez avoir, des ambassadeurs. Des gens qui vont, défendre votre marque, bec et ongles. Hein, je citais tout à l'heure Apple, bah, vous avez, des gens qui sont pro Apple et qui, vont, dans toutes les circonstances, vous essayer de vous convaincre que Apple, c'est le meilleur matériel informatique au monde. Même si c'est plus cher, même si c'est pas tout à fait vrai. D'accord? Donc là, ces ambassadeurs, de votre marque, ils sont, inestimables. L'autre chose qui est importante, c'est que le brain content, c'est une stratégie qui est, peu intrusive. Donc on l'a déjà vu, dans l'atelier précédent sur le marketing de contenu, la problématique aujourd'hui, elle est liée à la surexposition aux publicités et cette surexposition, elle a tendance à créer un sentiment de rejet de la part des consommateurs, qu'on en a un peu marre d'être harcelés par de la publicité, quoi qu'ils fassent, où qu'ils aillent.
Voilà. Mais ce qui est intéressant avec le brand content, c'est que ça permet de toucher les consommateurs, de tisser des liens sans pour autant que cela soit assimilé à de la publicité et ça, en 2022, c'est très important. Alors on a parlé, également de la confiance, hein, cette fameuse confiance qui vous pousse dans certains cas à choisir un produit plutôt qu'un autre sans même y réfléchir. Bah, le brand content, il crée naturellement de la confiance. La confiance que vous portent vos clients et vos prospects, elle est indispensable au succès de votre entreprise. Or, il ne peut pas y avoir de confiance si votre entreprise n'a pas un positionnement clair, affirmé et assumé. Voilà. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais à partir du moment où votre positionnement est clair, affirmé et assumé, ben, ceux à qui vous plaisez, ils vont avoir confiance dans votre marque. Voilà. Donc le brand content, il permet de clarifier le positionnement de votre marque, de votre entreprise, grâce aux valeurs que vous allez essayer de véhiculer dans vos messages. Voilà, donc maintenant, effectivement, vous allez me demander comment est-ce qu'on, fait pour mettre ça en place. Donc nous allons en parler dans, la partie stratégique. Alors pour ceux qui ont participé à l'épisode précédent, évidemment, je vais reprendre une bonne partie des éléments structurants qui permettent de définir une stratégie marketing. Voilà, le content marketing et le brand content, comme je vous le disais en introduction, c'est un peu comme, des cousins. Ils sont différents, mais ils sont issus de la même famille. Donc il y a certaines similitudes. Étape, numéro 1, définir des objectifs. Donc en marketing, comme dans tous les autres domaines, quand on conçoit, une stratégie, on commence toujours par définir des objectifs. C'est très important, c'est même indispensable. Si vous ne vous, fixez pas d'objectifs, vous risquez, d'échouer, in fine, si vous ne pouvez pas mesurer l'efficacité de vos actions. Donc les objectifs, hein, ça peut être augmenter le trafic sur son site internet, augmenter, l'engagement sur les réseaux sociaux, hein, donc l'engagement, commentaires, partage, like et cetera. Augmenter le taux de conversion, sur votre site e-commerce ou, le taux de conversion de vos clients en magasin, voilà, augmenter le niveau de fidélisation et cetera. Alors la méthode que j'aime bien pour se définir des objectifs, c'est la fameuse méthode SMART, d'accord? Donc le S pour spécifique, c'est-à-dire que votre objectif doit être spécifique, il doit être clair, il doit être simple, il doit être précis. Le M pour mesurable, vous devez pouvoir facilement mesurer vos objectifs. Si vous vous fixez un objectif que vous ne pouvez pas mesurer, clairement, c'est que vous êtes en train de faire fausse route. Vos objectifs doivent être acceptables. Hein, il faut être ambitieux dans la vie. Quand on est un entrepreneur, on est forcément un petit peu ambitieux. Ça, je le sais, mais ne soyez pas trop ambitieux. Restez raisonnable. Et puis, il faut être également réaliste d'un point de vue, notamment charge de travail. Voilà, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables. Si vous vous fixez des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre, ben forcément, il va y avoir un problème. Et puis, c'est peut-être l'un des points les plus importants. Vos objectifs, ils doivent être temporellement définis dans le temps. D'accord? Vous devez vous mettre une deadline pour pouvoir analyser le résultat de vos actions et vérifier que, vous avez rempli vos objectifs ou pas. Hein, donc c'est important de se fixer une date qui est pas trop loin dans le futur, hein. On se met pas, des objectifs à 5 ans, même si, effectivement, on peut avoir dans une stratégie d'entreprise des objectifs à moyen ou à long terme, mais là, quand on parle d'objectifs marketing, on est sur du court terme, hein, plutôt 6 mois environ. Alors l'étape 2, ben, on va définir des cibles. Donc, je vous ai dit, effectivement que, la stratégie de brain content, on va moins cibler, que sur du content marketing, mais on va cibler quand même. Donc, si on veut susciter de l'émotion auprès de notre audience, eh ben, il faut cibler des audiences spécifiques et on va segmenter, hein, en fonction, de zones géographiques, de tranches d'âge, de catégories socio-professionnelles, de centres d'intérêt et cetera. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réussir, à bien segmenter? Ben, il faut penser aux personas. Donc
Vous avez les personas, ce sont des personnages fictifs qui représentent un segment type de votre audience. Et plus vous avez d'informations sur ces clients, sur vos clients, et plus le contenu que vous allez concevoir et produire sera susceptible de leur plaire, tout simplement. Donc l'objectif, c'est de donner des attributs à un profil afin que ce profil exprime les caractéristiques d'un groupe cible de vos clients. Alors, je vous recommande d'utiliser, la méthode QQO-QCP, que vous connaissez toutes et tous, hein. On va, commencer par se demander: «Qui est mon personnage?» On va, se demander «Quoi?» Donc quoi, c'est ses motivations. Le O, c'est pour où est-ce qu'il évolue, dans quel pays, dans quelle région, dans quelle ville, voire même dans quel quartier, hein. Si on est, sur du circuit court, on va pouvoir, parler, à certaines personnes de certains quartiers. Parce que, il y a des spécificités même, entre les quartiers d'une même ville. Quand est-ce qu'il est susceptible d'entrer en contact avec mon entreprise? Ça, c'est important. Comment est-ce qu'il procède pour résoudre ces problématiques? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va être, du genre à demander des conseils à ses amis? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt, autonome et qui va aller chercher des réponses tout seul? Et toujours aussi le pourquoi. Pourquoi est-ce que, heu, le persona serait-il amené à choisir mon produit ou ma marque plutôt? Ce serait plus, approprié de dire ça. Pourquoi est-ce qu'il serait amené à choisir mon entreprise? Là, on va travailler sur les valeurs que vous allez véhiculer. Alors, je vous ai mis, un exemple, hein, d'une fiche persona que j'ai, réalisée, dans le cadre d'un autre travail. Heu, donc grâce aux questions QQO/QCP, vous allez pouvoir compléter le profil de vos clients et ce que je vous recommande, c'est d'articuler ces informations, en 7 parties. Donc la partie démographique, on va parler de, nom, prénom, métier, âge, situation maritale, nombre d'enfants, où est-ce qu'il habite et cetera. On va parler un petit peu de sa biographie aussi à cette personne, quelles sont ses habitudes, quels sont ses centres d'intérêt, quelle est sa journée type, par exemple. On va parler de ses objectifs, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Pourquoi est-ce qu'il serait amené à rentrer en contact avec mon entreprise? On va parler de ses problématiques, on va parler, du cheminement qui l'a amené, vers, votre marque, vers votre entreprise. On va parler des freins, qu'est-ce qui pourrait le bloquer, pour, devenir client de votre entreprise? Et puis on va essayer aussi d'exprimer sa personnalité. Donc la personnalité, c'est, un curseur que vous mettez entre différentes, typologies de personnes, hein, donc introverti, extraverti, analytique, créatif, fidèle, versatile, passif, actif. Moi, j'ai mis ces 4 là parce que je trouve que ça représente bien, la façon dont, les clients peuvent, se comporter, avec votre entreprise. Il peut y en avoir d'autres, après c'est pas figé, hein. C'est vous qui décidez et qui choisissez les éléments qui sont les plus, représentatifs, de vos segments, de clientèle. Bon voilà, une fois qu'on a, identifié, ses cibles et ben, on va positionner sa marque. Donc le positionnement, il consiste à définir les valeurs humaines, morales, sociétales qui vont refléter la culture de votre entreprise. D'accord? À noter que ça doit être des valeurs réelles, hein, des principes fondamentaux que vous souhaitez réellement voir incarnés par vous-même et vos employés. On peut, citer, des stratégies, aujourd'hui que vous connaissez bien, notamment la stratégie de greenwashing, où on va faire croire à, ses clients qu'on est, très préoccupé, par exemple, par, l'écologie. Donc on va, faire passer ces messages-là dans sa stratégie, de marque, alors qu'en fait, on sait tous que c'est pas vrai. Hein, si on voit, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai vu des pubs, dans des aéroports où il y a marqué, Total committed to better energy. Bon voilà, et c'est clairement du greenwashing, on le sait tous. Donc faut faire attention et à votre échelle, hein, puisqu'on parle là de petites entreprises, de PME, de PMI, voire de toutes petites entreprises, hem, vous devez vous concentrer sur des valeurs réelles. Soyez vrai. N'essayez pas de jouer un rôle
et surtout également obtenez l'adhésion de votre équipe si vous avez des employés. Voilà, n'imposez pas les valeurs de votre entreprise, plutôt incluez vos employés dans la réflexion, et essayez de, faire ressortir des valeurs, qui représentent l'ensemble, de l'entreprise. Alors comme, dans presque tous les domaines, n'oubliez pas de faire de la veille concurrentielle. Donc penchez-vous sur ce qui vous rend unique, faites rejaillir la singularité de votre entreprise et de ses valeurs, n'hésitez pas à faire preuve d'originalité, à sortir des sentiers battus, mais avant de commencer, votre réflexion, pensez quand même à aller voir ce que propose la concurrence. Identifiez leurs propositions de valeur, et essayez de voir, comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport, à la concurrence. C'est important, hein, de toujours penser à aller évaluer ce que font les autres avant, de vous lancer dans une réflexion stratégique, hein. Ça permet d'éviter des erreurs flagrantes, grossières que les autres auraient pu faire, voilà. Donc c'est toujours intéressant de faire de la veille concurrentielle. Alors on en a parlé dans la première partie, quand je vous ai montré les logos. Voilà, travailler son identité graphique, c'est important. Voilà, l'identité visuelle, elle est indissociable du brand content. Elle permet de refléter l'image que vous souhaitez véhiculer. Elle permet de créer une espèce de connexion synaptique dans le cerveau de vos clients et de vos prospects qui se disent: «Ah oui, telle marque, c'est tel enfin tel logo, c'est telle entreprise». Hein. Votre logo, vous l'avez sur votre site internet, vous l'avez sur vos cartes de visite, vous l'avez aussi par exemple peut-être sur des véhicules de société qui sont floqués, aux couleurs de votre entreprise. Voilà, c'est important que, les, clients, puissent reconnaître ceci instantanément. Un peu comme, le, slide sur Coca-Cola que j'ai fait, tout à l'heure. Donc qu'est-ce que c'est que l'identité graphique? Eh ben, ce sont l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à la cohérence et à l'homogénéité des actions de communication de votre entreprise et ce, quel que soit le support utilisé. Donc l'objectif d'une charte graphique, hein, c'est de permettre à vos clients d'instantanément reconnaître votre entreprise et ce, quel que soit le contexte dans lequel ils rentrent en contact avec vos contenus, hein. Que ce soit une voiture, floquée, que ce soit une carte de visite, une plaquette, un site internet, un compte Facebook, un compte LinkedIn, peu importe. On sait de quelle entreprise il s'agit instantanément. Alors de quoi est-ce que c'est composé une charte graphique? Une charte graphique, c'est composé déjà dans un premier temps d'un logotype et de ses déclinaisons, hein. On a la version négative, ce genre de choses. Mais vous avez un logo à la base. Vous avez une typographie. Donc la typographie, c'est la police d'écriture qui est associée à votre marque et qui permet de l'identifier, hein. On peut imaginer par exemple, parler de la police d'écriture Google, hein. La police d'écriture Google, vous la connaissez. Ça si vous la voyez, vous savez tout de suite, de quelle entreprise il s'agit, même s'il n'y a pas marqué Google. Les couleurs qui sont associées à votre marque, alors généralement, il vaut mieux que ce soit limité, hein. Donc, hormis si vous êtes un expert, de la création graphique, généralement, on se contente de 4 couleurs, hein, 2 couleurs chaudes principales et 2 couleurs froides secondaires. On peut également parler de tout ce qui est iconographie, images et illustrations. Ces images, reflètent, votre entreprise, hein. C'est pour ça souvent que quand on dit, «Faites un site internet, faites appel à un photographe», c'est sérieux. C'est parce que la qualité des images que vous allez proposer à votre public reflète le sérieux de votre entreprise. Donc si vous faites, des images, prises, entre guillemets, hein, passez-moi l'expression, mais à l'arrache avec un smartphone, mauvais cadrage, mauvaise luminosité, bon, bah, ça donne pas un avantage à votre entreprise, hein, concrètement. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, hein, en conclusion, sur la charte graphique, c'est que la réalisation, heu, d'une identité graphique, c'est un exercice qui est difficile, d'accord? Et qui demande un savoir-faire technique et de la créativité. Donc soit, vous êtes du métier, vous êtes capable de le faire, à ce moment-là, tant mieux pour vous, soit je vous recommande vraiment de faire appel à un professionnel, hein. Surtout, évitez l'écueil de dire: «Je laisse faire le petit cousin, qui sait comment on utilise Photoshop». Ça finira par être contre-productif et vous allez le regretter. Donc mon conseil, c'est, l'identité graphique, c'est tellement important que là, il y a pas de petite économie. On ne peut pas se dire: «Bah, tiens, non, ça coûte 300 balles, je vais économiser 300 balles». Erreur.
S'il y a 300 € à dépenser à un moment donné dans votre budget communication, c'est bien pour faire la charte graphique et vous verrez le reste après. Alors identifier les canaux de diffusion, donc on en a parlé, il y en a une multitude, hein, des canaux, de diffusion. Il y en a des numériques et il y en a des non numériques, hein. Donc j'ai essayé de vous en proposer quelques-uns, sur le slide suivant. C'est non exhaustif, hein, mais c'est pour essayer de vous, montrer que, le brand content, c'est pas une stratégie qui est exclusivement numérique. Et encore une fois, c'est pas parce que j'ai mis un canal, dans la liste que c'est forcément adapté pour votre entreprise. Donc il faut toujours mener une réflexion en amont, une réflexion de fond qui vous permet de savoir si tel ou tel canal est vraiment adapté à ce que vous voulez faire. Donc voilà, quelques canaux pour diffuser vos messages, par exemple, le packaging de vos produits, hein. Si vous gérez, le packaging de vos produits, hein, même si vous êtes en circuit court et que vous avez, voilà, vous avez peut-être, l'opportunité d'avoir une influence sur le packaging de vos produits, bah, c'est un espace privilégié pour héberger du contenu et toucher vos clients. Les catalogues produits, c'est la même chose, hein, qu'ils soient présents en magasin ou adressés par courrier, ils sont lus par vos clients ou par certains de vos clients, et vous pouvez, essayer de faire passer votre message brand content, via ce support. Si on reprend un autre, canal physique, c'est votre point de vente. Voilà, l'espace commercial physique, il permet de créer et de construire des expériences sensorielles qui, vont permettre de générer de l'émotion, hein. Ne serait-ce que l'ambiance sonore ou voire, rajouter, de la vidéo à quelque part dans le magasin ou ce genre de choses. Et puis après, en termes de, support, canaux numériques, on va avoir évidemment, les infolettres, hein. Je vous rappelle que l'emailing reste une pratique, quand elle est bien faite, qui est efficace. On va parler également des sites, hein, qui peuvent être associés à votre entreprise ou à votre marque, hein, un site institutionnel, un site vitrine, un blog, et cetera. Et puis évidemment, on va avoir les réseaux sociaux, avec des typologies d'utilisateurs qui peuvent varier. Par exemple, si je prends Facebook, donc c'est le premier réseau social en termes d'utilisateurs qui va, réunir toutes les, classes d'âge et les catégories de population, qui va proposer toutes sortes d'outils, qui sont favorables à la diffusion de contenu de marque, hein, comme notamment les vidéos et les vidéos courtes, et cetera. Par contre, Facebook est une plateforme mature, donc il y a une très grosse concurrence et il est, illusoire de croire que vous pouvez, percer sur Facebook en 2022 sans investir un petit peu de publicité payante. Alors le calendrier éditorial. Donc le calendrier éditorial, c'est, quelque chose qui n'est pas superfétatoire, hein. Quand on fait, de la stratégie de contenu, il faut mettre en place un calendrier éditorial. C'est un pilier de toute stratégie de contenu et il permet plusieurs choses, mais notamment de ne pas oublier, heu, ce que vous avez prévu de faire dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Voilà, vous n'oubliez pas le contenu que vous avez prévu de créer, et de publier. Vous n'oubliez pas, pardon, les supports de communication, les canaux de diffusion que vous allez investir et surtout la date aussi. Ça vous permet d'avoir une vision, globale de ce que vous avez déjà fait et de ce qui vous reste à faire. Donc encore une fois, un calendrier éditorial, court terme, on est sur un horizon de 6 mois au minimum. Heu, on peut descendre jusqu'à 3 mois, mais ça me paraît un peu court. Heu, on est plutôt proche de 6 mois sur un calendrier, éditorial, classique. Donc voilà, ça ressemble à ça, hein, un calendrier éditorial, c'est pas sorcier, c'est juste un tableau. Vous pouvez le faire vous-même, hein, avec, un tableur ou à la main ou comme vous voulez et vous voyez qu'il y a plusieurs champs relatifs à la publication de vos contenus. Donc la date évidemment, le titre, le type de contenu, la thématique, le statut de création du contenu, le canal sur lequel vous avez, prévu de le diffuser, le canal ou les canaux, l'auteur du contenu, hem, les cibles que vous souhaitez toucher et les objectifs, que vous souhaitez atteindre avec, la publication de ce contenu. Alors si on détaille un peu, hein, la date de publication, ça permet, heu, de prioriser, de s'organiser, de ne rien oublier et surtout de ne pas s'y mettre au dernier moment. Se mettre,
au dernier moment, c'est, augmenter les chances de faire du contenu de mauvaise qualité et c'est contre-productif. Il vaut mieux rien faire que faire du contenu de mauvaise qualité. Le titre de, vos publications, de vos contenus, bah, ce titre, il doit être travaillé, il doit être pensé, il doit être amélioré. Voilà, un bon titre, ça doit être suffisamment captivant pour donner envie, à l'internaute d'aller plus loin, de regarder votre vidéo, de d'écouter votre podcast, de voilà. C'est important d'être capable de capter l'attention en quelques mots. Alors le type de contenu, bah, vous allez spécifier le type de contenu que vous allez créer, et effectivement, ça permet quoi? Ça permet de varier des types de contenus, hein, et pas de sans arrêt proposer toujours la même chose. Et puis, accessoirement, ça permet aussi de savoir, bah, quel type de contenu génère le plus d'engagement. Vous allez pouvoir le calculer de façon pragmatique. Vous allez dire: «Bon, bah, là, clairement, les vidéos courtes type story, ça marche, au taquet, alors que quand je fais des vidéos plus longues, bah, ça marche moins bien. Bon, bah, je vais, pouvoir, prendre ceci en considération pour améliorer, ma production de contenu». Les thématiques, c'est pareil. Vous allez pouvoir identifier des sujets qui vont intéresser plus ou moins, votre cible. Le statut, bah, c'est tout simplement savoir ce qu'il vous reste à faire. Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que, vous êtes en cours de création? Est-ce que vous avez, programmé sa publication? Est-ce qu'il a déjà été publié? Comme ça, d'un coup d'œil, quand vous regardez votre planning, vous savez où est-ce que vous en êtes. Et puis en fonction, de ce que vous avez prévu, vous êtes pas obligé de faire dans l'ordre, hein. Vous pouvez commencer, à travailler sur une vidéo, que vous avez prévu de publier dans 3 mois parce que, à l'instant T, vous êtes dans les bonnes conditions pour, créer cette vidéo ou pour enregistrer cette bande sonore ou ce genre de choses. Le canal de diffusion, bah, vous allez choisir, hein, où est-ce que vous allez la diffuser cette vidéo? Quel est, l'objectif, de publication? Est-ce que vous allez mettre sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez mettre sur votre site web? Est-ce que vous allez envoyer votre contenu par email? Et cetera. Voilà, donc vous spécifiez l'auteur, hein, pour savoir si c'est pas vous qui a créé le contenu, parce que vous allez peut-être pouvoir identifier des auteurs qui font des contenus de meilleure qualité. Voilà, vous essayez de déterminer pour qui la publication est destinée et après vous pouvez, heu en comparant avec les objectifs que vous êtes fixés, savoir, si vous avez produit du contenu qui intéresse votre cible ou pas. On se fixe des objectifs et on essaye de voir si on a atteint ces objectifs. Alors les objectifs, hein, c'est pas forcément des trucs compliqués, hein, mais on peut juste, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, regarder la portée organique. Combien de personnes ont vu le post? Combien de personnes ont liké? Combien de personnes ont commenté? Combien de personnes ont partagé? Ça, ce sont des objectifs simples que vous pouvez mesurer et qui sont pragmatiques. À la fin de l'année ou à la fin du semestre, quand vous allez regarder vos objectifs, vous êtes capable de comparer. Allez, on passe à l'étape la plus difficile maintenant. On termine en beauté, c'est évidemment le contenu, bah, va falloir le créer. Et dans le cadre du brain content, c'est probablement la partie la plus difficile. Hein, dans le cadre du marketing de contenu, c'est votre domaine d'expertise que vous allez essayer de faire, transparaître à travers votre contenu texte. Donc vous connaissez le sujet, vous le maîtrisez, c'est quand même relativement plus facile que, de se mettre à, créer, du contenu brain content où là, il va falloir essayer de susciter des émotions. En plus, il faut bien noter que le contenu, la qualité du contenu, elle reflète l'image de votre entreprise. Donc si vous faites du contenu de mauvaise qualité, ben, voilà, le résultat, au final, ça pourrait être pire que de ne rien avoir fait, hein, contre-productif. Donc c'est pour ça que, généralement, ça peut être intéressant de se rapprocher d'agences qui sont spécialistes de la communication pour avoir ne serait-ce que leur avis, prendre une orientation, deux trois idées et puis une fois vous travaillez avec eux, puis une fois vous travaillez dans votre coin, puis vous regardez les résultats, voilà. Donc c'est important de ne pas, partir, bille en tête et de faire des choses qui pourraient vous desservir. Donc les questions, fondamentales que vous devez, vous poser, avant de vous lancer, bah, c'est déjà dans un premier temps, quelles sont les ressources à votre disposition? Quel temps avez-vous à consacrer à la création de contenu? Quel est votre budget? Quelles sont les compétences internes dont vous disposez dans votre entreprise? Hein, parce que quand on parle de heu, la réalisation d'une vidéo, bah, il y a plusieurs choses, hein. Déjà, il faut rédiger un script, il faut scénariser une histoire, il faut faire, la partie,
de film, il faut filmer, prendre de la capture d'image. Après, une fois que vous avez des images, il faut la monter la vidéo parce que, il y a sûrement des bouts que vous voulez couper, puis il faut rajouter une musique en fond ou ce genre de choses. Donc en fait, soit vous avez les compétences et vous pouvez vous lancer, seul ou avec l'aide, d'un de vos collaborateurs, soit si vous n'avez pas, les compétences, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire appel à des structures qui sont, spécialistes du domaine. Hein, des agences spécialistes du marketing vidéo, il y en a. Vous pouvez également, hein, ça je vous, dissuaderai jamais de le faire, tenter de monter, en compétences, en faisant des formations ou en participant à des ateliers. Donc, je peux citer notamment, l'atelier, qui a été animé récemment par Google sur comment filmer de belles vidéos avec son smartphone. D'accord? Donc il y a plusieurs techniques, hein, notamment il y a des petits, ce qu'on appelle des systèmes Steadicam avec la caméra qui, est immobile et donc, il n'y a pas de mouvement, parasite. Voilà, il y a plein de choses comme ça, qui permettent d'améliorer la qualité, de vidéo, même prise avec, des smartphones. Allez, on bascule, sur l'étude de cas pour, finir. Il nous reste 10 petites minutes. Donc là, on va étudier le cas Red Bull. Donc là, c'est vraiment le champion du brain content. Alors, pour la petite histoire, je pense que vous connaissez une autre, société qui a la même stratégie que Red Bull en termes de brain content, c'est, GoPro, hein, les caméras GoPro. Ils sont quasiment sur le même, secteur. Ils se sont même déjà associés pour faire des vidéos, ensemble, hein. Bon, la question, concernant Red Bull, c'est la suivante. Est-ce que vous avez déjà vu une pub Red Bull sur les médias mainstream? Bah, la réponse, c'est non et pourtant on connaît tous cette marque de boisson et je mets entre guillemets, hein, «énergisante». Alors comment est-ce que c'est possible, qu'on connaisse tous cette marque alors qu'ils font pas de pub, dans les médias? Eh ben, c'est grâce à leur stratégie de brand content. On cite souvent Red Bull comme un exemple de, brand content réussi. Difficile, hein, pour un internaute d'être passé à côté, de ces campagnes, riches en sensations fortes. L'entreprise, elle a totalement changé son image en s'associant à des sportifs, des compétitions ou des festivals bien particuliers. Et Red Bull a réussi à atteindre le graal de tout marketeur, c'est-à-dire que la marque Red Bull s'est dissociée presque totalement des produits qu'elle commercialise pour devenir une entité indépendante au positionnement affirmé et connu de tous. Aujourd'hui, quand on pense au sport extrême ou à des événements hors du commun, on pense forcément à Red Bull. Alors que, pour être totalement pragmatique, Red Bull, c'est quoi? C'est une boisson ultra chimique bourrée de caféine. Voilà, ça n'a aucun, heu, je vais dire d'un point de vue nutritif, c'est au moins aussi pire que tous les sodas qu'on peut trouver sur le marché. Voilà, et pourtant, ils ont réussi, grâce à leur stratégie de brand content, d'occulter totalement ça et maintenant on pense à Red Bull comme à, cette marque qui promeut, des, événements exceptionnels et des vidéos adrénaline, sensationnelles. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, déjà, ils ont commencé par se définir une cible bien particulière, les adolescents et les jeunes adultes. Voilà, et le patron de Red Bull, jusqu'à son décès, malheureusement en octobre dernier, il déclarait que tout ce que Red Bull fait doit être synonyme d'énergie, de force, d'endurance, mais aussi d'esprit et de créativité. Donc voilà, tout simplement les valeurs que Red Bull souhaite, véhiculer. Donc là, on voit la cible, on voit les valeurs et comment est-ce qu'ils ont, réussi à, créer du contenu qui permet, d'atteindre, ces objectifs, bah, ils ont décidé d'associer leur nom aux compétitions sportives et aux sensations fortes. Voilà. La ligne éditoriale, c'est quoi? C'est l'adrénaline. On va vous montrer des vidéos qui vous en mettent plein la vue et ils ne se privent pas, non plus pour créer, l'événement, voire pour sponsoriser des, compétitions complètement décalées, notamment les courses de caisses à savon pour ceux qui connaissent ou des performances incroyables
tel que le saut de Félix Baumgartner qui était monté dans l'espace avec son ballon et qui avait ensuite sauté de plus haut que quiconque n'avait jamais sauté en parachute. Alors évidemment, je vous le cache pas, pour que ça fonctionne, bah, il faut que le contenu soit d'excellente qualité, hein. Ça, c'est clair. Donc on peut le dire sans prendre trop de risques. Si vous avez déjà vu une vidéo, proposée par Red Bull, bah, elles sont juste à couper le souffle leurs vidéos. On peut, noter également que l'entreprise, a même créé sa propre agence de création de contenu et le brain content chez Red Bull, ça va tellement loin que je vous invite à aller sur le site www.redbull.com si vous y êtes jamais allé et vous vous rendez compte qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'un site éditorial. Ça paraît surprenant, mais en fait, quand on va sur ce site-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, on va retrouver les dernières vidéos, les dernières images produites par la marque. Si vous regardez le menu de navigation, vous allez constater que le premier lien qui est disponible, c'est Red Bull TV. Et on va quand même réussir à trouver un lien qui parle des produits, mais c'est le dernier de la liste, en dernière position. C'est vraiment pas la chose que Red Bull a envie de mettre en avant. Ils veulent mettre en avant leur stratégie de brand content qui a fait leur succès. Alors pour ceux qui n'auraient, jamais vu, de, vidéo, je vous en ai mis une là qui dure 3 minutes, qui est pas très, très longue, et qui, représente relativement bien, ce que Red Bull est capable de faire. Alors normalement, vous devriez avoir le son. There is so much into this project that is unknown and has to be prepared. The fact of flying through a solid obstacle that is all around us makes this mental game. The physics of the tunnel showed us that there are waves that will require me to react in less than 250 milliseconds. I'm 100% scared. I know that I have no backup option. The fear that I have is exactly the fear that I need to push myself. You prop? Voilà, donc effectivement, faire voler un avion dans un tunnel, dans les films, c'est plutôt, un peu de la science-fiction, mais là, Red Bull, ils l'ont carrément fait. Donc voilà, effectivement, on voit la qualité de réalisation, je vous cache pas qu'il y a des gros moyens derrière. Maintenant, c'est, pas pour ça que vous pouvez pas, à votre échelle, réussir à, capitaliser sur cette notion, de brain content et de véhiculer les valeurs qui représentent votre société. Voilà, donc je vais, conclure, puis on va pouvoir passer éventuellement à la phase d'échange si vous avez des questions. Donc si le numérique, ça vous intéresse, sachez que j'anime, une veille, sur Twitter, où je parle de, tous les sujets, qui touchent, au numérique, les outils numériques, les réseaux sociaux, la cybersécurité et cetera. Donc si le numérique est un sujet qui vous intéresse, je vous invite, à vous abonner pour rester également, en veille.
Sinon, je me permets également, de vous présenter les différents conseillers numériques, mes alter ego, sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc si vous avez des problématiques, et que vous avez envie, de conseils ou d'être accompagné, sur le sujet du numérique, n'hésitez pas à noter, l'adresse de votre conseiller numérique et à prendre contact avec lui.